Mali, massacre de Moura, que vaut le rapport de la MINUSMA? Nous nous interrogeons ce mardi 21 mars de l'an de grâce 2023. Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. La division des droits de l'homme de la MINUSMA s'apprête à rendre public ses conclusions sur les événements de Moura, durant lesquels entre 200 et 600 civils, selon leurs estimations, avaient été tués en mars 2022. Un rapport qui met directement en cause les forces armées maliennes et leurs alliés de Wagner, nous dit-on. Que vaudra ce rapport de la MINUSMA aux yeux des Africains qui savent que cette entité travaille pour les forces obscures occidentales? Depuis la prise en main de son destin, le Mali fait face, on va le dire, à de nombreuses attaques médiatiques et propagandistes qui viennent de l'Occident qui a perdu le sommeil. Eh bien, chaque jour, ce sont des rapports accablants fabriqués de toutes pièces qui sortent au grand jour. Que cache cette campagne de déstabilisation qui ne produit qu'un fruit, mais qui conforte le régime de Bamako? Quand c'est l'Occident qui tue, pille, vole et viole, tout cela se fait au nom de la démocratie et des droits de l'homme, si ce n'est pour les nouveaux droits de l'homme qu'on veut imposer à la terre entière, comme si c'était le grand remède contre tous les maux. D'ailleurs, l'Occident donnerait bien le bon Dieu à chaque être humain sur terre sans confession. Selon le rapport de l'ONU, les forces armées maliennes et les soldats étrangers alliés auraient exécuté sommairement environ 300 hommes civils, dont certains soupçonnés d'être des combattants islamistes dans la ville de Moura, dans le centre du Mali. C'était en fin mars 2022, a déclaré d'ailleurs Human Rights Watch. Aujourd'hui, les 16 hommes faisaient partie d'un groupe de personnes, nous dit-on, arrêtées suite à une opération militaire lancée le 27 mars. Cet incident constitue, selon justement ces ONG et sans oublier la MINUSMA, la pire atrocité de ce type signalée au Mali au cours du conflit armé qui dure, on nous le dit, depuis 10 ans. Mais quel conflit armé? On parle bien sûr des terroristes dans le Sahel. Les enquêtes de Human Rights Watch, il y a quelques années, ont révélé que pendant plusieurs jours, en fin mars 2022, les forces de l'armée malienne et les soldats étrangers, identifiés par plusieurs sources comme étant des Russes, ont exécuté par petits groupes des centaines de personnes arrêtées à Moura. Où sont passées les preuves et qui le dit? Et pourquoi le dire maintenant si il n'y a pas quelque chose derrière? Le 1er avril, un communiqué du ministère malien de la Défense avait annoncé que du 23 au 31 mars, l'armée avait tué 203 terroristes et en avait arrêté 51 autres. Le communiqué précise que l'armée a agi sur la base de renseignements suggérant que les islamistes armés préparaient une rencontre contre différents habitats, on va le dire, et surtout bataillons, différents katibas, les bataillons à Moura. Pourquoi revenir sur cet incident aujourd'hui, en mars 2023, une année après? Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Mali, massacre de Moura, que vaut le rapport de la MINUSMA? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfait Ndom, homme politique panafricaniste. Il est notre invité ce mardi matin. Patient Parfait Ndom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Joslengos, bonjour à l'ensemble de nos internautes qui sont un soutien indéfectible de la grande chaîne Panafricaniste TV. C'est une web TV pour l'instant, mais qui grandit et nous espérons que dans les jours, mois à venir, nous pourrons la voir enfin au niveau de nos chaumières comme le souhaite la grande frange de la population africaine qui nous dit bravo pour le travail que vous effectuez. Un bonjour particulier à nos techniciens, et je n'ai pas oublié nos frères de la diaspora. C'est souvent difficile cet exil que d'autres taxaient de volontaires, mais de savoir que la mère Afrique ne se porte pas bien, c'est assez difficile à accepter pour eux qui sont dans des espaces où pour la plupart du temps il y a un véritable hiatus en termes de développement, même si un jour, il faudrait bien qu'on refasse un débat sur c'est quoi le développement.
mais au moins c'est sur les services primaires dont doivent avoir accès tout être humain, voir que dans ces espaces où ils vivent, il y a ces services qui sont en florès, et que de notre côté, malgré les richesses, j'allais dire, immenses et incommensurables que nous avons, nous ne soyons pas encore en capacité de les offrir à nos populations. Je crois que c'est un crève-cœur qu'ils vivent, plus que nous peut-être, qui sommes sur notre continent, parce que plus on a habitué à aborder, n'est-ce pas, les bacs à ordures, même l'odeur pestilentielle de ces bacs à ordures deviennent comme de parfum. Excusez-moi, vous comprenez un peu mon ironie, hein, pour dire que vraiment, ils en souffrent plus que nous. Et nous avons la possibilité aujourd'hui, à travers Panafricanist TV, de leur dire non, le rêve est possible. Et nous allons tout mettre en œuvre pour transformer nos vies non en bac à ordures, nos lieux de vie non en bac à ordures, nos espérances non en odeur pestilentielle de ces bacs à ordures, mais un véritable paradis dans lequel, en réalité, tous les fils et filles d'Afrique seront heureux de vivre, mais aussi toute l'humanité qui viendra manger à notre main, parce que l'Afrique, c'est d'abord un humanisme. Très heureux de vous avoir, hein, patient parfait. Donc j'espère que vous allez déjà bien. Oui, j'ai eu des bobos de santé physique, bon, mais ça va. On n'a pas trop à se plaindre. On continue un peu notre période de convalescence, mais on ne peut pas attendre trop longtemps, d'autant plus que nous sommes attendus à la tâche ici sur votre plateau. Très heureux de vous avoir et surtout prompt rétablissement et encore courage à vous. Apparemment, c'est votre anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Je risque de l'oublier tout à l'heure quand le moteur diesel va prendre son plein régime. Merci. Merci à vous également, patient parfait, d'être avec nous. Un sujet qui nous intéresse, c'est le Mali. On parle justement de ce massacre de Moura, perpétré, nous dit-on, en mars de l'année dernière. On parle de 300 à 600 civils qui avaient été tués, alors que nous nous rappelons très bien du communiqué malien qui nous faisait savoir que c'était justement 203 terroristes et 51 autres qui avaient été arrêtés. Je vous pose donc la question, que vaut ce rapport de la MINUSMA aujourd'hui? Écoutez, de plus en plus, l'Occident se dévoile, se met à nu dans ses différents démembrements, même les aveugles qui avaient tendance à nous taxer de complotistes, ils voient aujourd'hui qu'il y a une réalité qui est en train d'émerger. Il y a un certain nombre d'éléments, de manières sur lesquelles l'Occident avait l'habitude de s'appuyer pour construire un narratif propagandiste. Nous faisons croire que ce que nous voyons sur le terrain comme étant de la couleur noire, c'était de la couleur orange. Ce narratif-là est en train d'être dépassé par la réalité qui est construite à partir de la réponse que les médias authentiques africains sont en train d'apporter à cette construction mensongère qui tente à faire croire aux Africains que pour qu'une vérité soit vraie, il faut absolument qu'elle provienne de ce monde impérialiste. Aujourd'hui, on voit pertinemment que, bon, nous sommes dans une guerre. Cette guerre-là a plusieurs champs de confrontation. Et l'un des champs par excellence dans lequel excelle cet Occident impérialiste, c'est le champ de ce qu'on appelle la guerre médiatique, la propagande médiatique, mais aussi la guerre psychologique. Il faut toujours présenter les pays africains, les Africains qui ont décidé de se défaire de ces chaînes de l'oppression et de la domination, comme des gens, en réalité, qui sont des moutons noirs, des gens violents, des sauvages, des barbares, des gens qui n'ont aucun respect pour la vie humaine, et construire, n'est-ce pas, un récit, une espèce de storyteller, mais cette fois-ci macabre, pour désigner ce que nous sommes et ce que nous faisons. Il a fallu récemment qu'on voie comment un chiffon comme la CPI tente de manière maladroite, n'est-ce pas, de dire qu'ils vont lancer un mandat d'arrêt contre le président Poutine pour que davantage, n'est-ce pas, cette bulle-là explose et qu'enfin nous puissions voir la vérité. Et effectivement, nous sommes là dans une démarche de propagande, dans une démarche de tenter, une fois de plus, de salir, de déconstruire ce leadership africain qui prend de plus en plus du volume,
que ce soit en République centrafricaine, que ce soit du côté de Mali ou bien du côté de Burkina Faso, je n'oublie pas la Guinée-Conakry et dans d'autres espaces d'ailleurs où de plus en plus cet exemple sera suivi et dire en réalité que bon, sans eux, quiconque sort de leur magistère est appelé à dépérir parce que il sera en fait quelqu'un qui sera contre les droits humains. Que l'Occident et leur bras armé sur ce plan-là, qui est la MINUSMA, la MINUSMA qui n'est rien d'autre qu'un démembrement de la réponse militaire de l'Occident pour continuer de domestiquer les pays du Sahel, donc, et en l'occurrence le Mali, cette force-là, et de par ses fonctionnaires, et de par sa logistique, et de par sa philosophie et sa pensée, elle est faite pour rester. Et chaque fois qu'on va prendre des décisions pour mettre à mal certains de ses alliés, comme le fut le cas avec les forces françaises, des forces Barkhane, effectivement, ils vont s'enrhumer et commencer à produire comment je dis ça, des faussetés, comme cette affaire de ce fameux rapport qui n'a de rapport que parce que en fait il a été dit comme ce que c'est un rapport. C'est un fatras de mensonges, c'est un fatras de médisance, j'allais dire de conspiration contre la liberté de notre continent et de l'Afrique. C'est comme ça qu'il faut prendre ça. Ça participe de cette démarche guerrière de soumission de notre continent. Il faut construire, n'est-ce pas, ce genre de récits qui sont aux antipodes de la vérité, à des années-lumière de la vérité. C'est fait exprès. D'autant plus qu'ils étaient assurés de leur domination sur le plan médiatique sur le continent. Tous les Africains, jusqu'à un passé récent, écoutaient ce qui venait de ces médias mainstream comme parole d'évangile. C'est ce qui était dit à la BBC, qui était dit à France 24, à CNN, RFI, j'en passe, qui était considéré comme parole d'évangile. Ces experts, ces enquêteurs de l'administration, ont-ils rencontré les autorités maliennes dans leur démarche de recherche de la vérité? Non. Mais pire encore, qui sont-ils pour dire aux Africains ce qui est bien pour eux? Comment on veut présenter les autorités maliennes, l'armée malienne, comme des gens de manière délibérée, selon coup de tête, qui peuvent décider de détruire des vies africaines? Pour rien. Ces gens qu'on présente comme de paisibles villageois qui auraient été massacrés par l'armée malienne. Comment est-ce possible? Est-ce que la France, est-ce que l'Occident impérialiste en général peut aimer les Africains mieux que nous-mêmes? Du tout. Mais c'est quand même quelque chose d'effarant. Quand on écoute ces récits, qui peut valablement nous faire croire que ces gens-là nous aiment mieux que nous-mêmes? C'est pas vrai. Donc en fait, on le fait parce qu'ils ont été chassés de Mali. Il faut trouver d'autres raisons, d'autres points d'appui pour discréditer le nouveau pouvoir malien, le nouveau leadership malien assumé par le colonel Assimi Goïta, et démontrer prétendument, même pas la face du monde, parce que le monde ne croit plus, n'est-ce pas, à des balivanes de ce type-là. Ce sont encore les Africains qui étaient les derniers de la classe et qui continuent de croire que des histoires fabriquées comme ça avaient une petite once de vérité. Non, tout est faux. Tout est faux parce que la MINUSMA et leurs supplétifs que sont les forces Barkhane françaises, Takuba et tout ce que vous voulez, sont en difficulté du point de vue de la validité de leur présence sur notre sol, sont complètement en difficulté, donc ils créent tout pour essayer de discréditer, n'est-ce pas, cette force-là, cette nouvelle force africaine qui font la fierté aujourd'hui de tous les Africains. Donc nous, on ne peut pas croire à ces données-là et à ces informations. Nous croyons à l'information qui est donnée par le gouvernement malien et par l'armée malienne. Pourquoi? Parce que c'est eux qui se battent pour mettre fin
à la situation d'insécurité sur leur propre sol. Et ils se battent d'autant plus mieux aujourd'hui qu'hier, depuis que les forces d'occupation occidentales, qui servaient de supplétifs à la présence de l'aménagement sur le sol malien, sont en difficulté sur leur propre sol. Et on voit les dividendes de cette nouvelle orientation, à la fois politique et militaire du Mali. On voit les résultats. On voit comment de plus en plus les populations vivent en sécurité. Comment de plus en plus ces forces terroristes sont mises en difficulté par l'armée malienne. De plus en plus, comment cette armée malienne monte en efficacité, en capacité logistique qu'il n'avait pas hier, malgré plus d'un siècle de présence française dans cet espace. C'est avec le nouveau partenaire qu'on veut à tout prix salir, par tous les moyens, parce que c'est elle qui est en train de mettre fin à leur rêve de domination éternelle sur la planète Terre, c'est-à-dire la Russie. On voit avec ce nouveau partenariat comment l'armée malienne a une flotte aérienne militaire qui est aujourd'hui des plus enviées sur notre continent. Elle a même des drones d'attaque. Elle a des drones de renseignement qui sont sous l'administration et l'utilisation du point de vue militaire des Maliens eux-mêmes, qui ne demandent pas un ordre quelconque pour pouvoir agir. Donc voilà, il y a des aéronefs militaires de haut vol, n'est-ce pas, j'aime à le dire, le Mali est rentré dans le cercle fermé des pays qui ont des avions de guerre, n'est-ce pas, qui défient la vitesse du son. Ça c'est rare. Qui le crut? Sortez de Mali, prenez tout le précaré français. Dites-moi quel autre pays a ce niveau de flotte aérienne militaire? Quel autre pays dans le précaré français? Il n'y a rien, aucun. Or, est-ce que c'est le Mali qui est le pays le mieux loti sur le plan économique? Sur quel plan? Même sur le plan démographique? Or, ce qui sauve le Mali aujourd'hui, c'est le partenariat avec la Russie. Et tout le monde le voit. Donc, cette guerre-là, ça s'appelle sur le big picture. Elle se met sur plusieurs fronts. Elle ne se met pas seulement sur le front, sur le théâtre d'opération ukrainien. Non, elle se passe aussi sur le théâtre d'opération africain, surtout dans la bande sahélienne. Elle se passe sur le plan économique. Quand on voit la visite de Xi Jinping, n'est-ce pas, à Moscou, où il a totalement un accord parfait avec le président Poutine, mais c'est pire que le grincement dedans au niveau de l'Occident. Quand on voit la Chine de Xi Jinping, dont on avait un peu essayé de déterminer, de coincer sa force militaire en termes de hard power, soft power, uniquement sur le plan économique, être aujourd'hui un faiseur de paix entre les deux principales puissances musulmanes dans le golfe de Moyen-Orient, que sont, et même le golfe Persique, parce que les deux partagent le même golfe Persique, que sont l'Arabie Saoudite, qui est la principale force sunnite du monde, et l'Iran, qui est la principale force chiite du monde, qui sont les deux pôles majeurs de l'influence dans tout le monde musulman sur cette planète, et que cette rencontre de fraternité, n'est-ce pas, et d'apaisement, j'allais dire, de réconciliation entre ces deux pays se passe en Chine et à Pékin par les Chinois qui jouent les médiateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, l'Occident est en train de perdre complètement la main dans l'espace qui était, quand vous parlez de, par exemple, l'Arabie Saoudite, mais c'était le lieu par excellence, oui, où ils exprimaient vraiment leur force et leur volonté, les accords de 73, qui annonce la venue du pétrodollar, avec le dollar comme étalon, monnaie étalon, au détriment même de l'or. Vous vous souvenez, au point où vous et moi, nous pouvons passer une transaction en ce qui concerne le vente de pétrole. Les États-Unis ne sont pas partie prenante, mais ils gagnent dans cette transaction. Parce que c'est leur dollar que nous sommes obligés d'utiliser. Ils sont tellement en difficulté aujourd'hui qu'il y a même des débats qui se passent aux États-Unis sur poser la question, avec ce dollar qui est devenu chiffon, s'il ne faudra pas construire 2 dollars, il faut le segmenter à 2. Un dollar interne qu'on va utiliser aux États-Unis pour ne pas décrocher complètement l'économie, et un dollar chiffon qui sera réservé à vous qui êtes aux États-Unis. On dit, bon, de toute façon, c'est notre papier toilette, faites-en ce que vous voulez. Donc, le monde est en train de changer. Les combats sont d'autres variés. Vous avez vu avec l'opération militaire spéciale
de la Russie en Ukraine, l'un des volets des sanctions qui avait été utilisé par les Occidentaux, c'était les sanctions d'ordre financier. Alors, sur le plan financier, qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont dit, l'une des parades, c'est de sortir la Russie du système SWIFT. Le système SWIFT, c'est quoi? C'est une messagerie financière qui permet aux différents pays du monde de faire des échanges. Résultat de course, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie, la Chine et d'autres pays sont en pleine construction, je crois l'Inde, de nouveau, n'est-ce pas, une nouvelle messagerie financière pour faire leurs échanges hors SWIFT et hors dollar. C'est un cataclysme sur le plan mondial. Les gens ne voient pas beaucoup. Vous croyez que les banques qui décrochent là, et aux États-Unis, et en Occident, en Europe, au cours de la semaine dernière, les banques d'ailleurs sont en faillite. Il faut essayer de côté des États-Unis. Voilà. Hein? Ce n'est pas pour rien. Même la banque de la Silicon Valley décroche. C'est-à-dire que le lieu par excellence de l'innovation technologique, la principale banque décroche. Ça veut dire que vraiment, sur le plan technique et technologique, le diable est dans la maison. Donc, en toute honnêteté, ces différents combats, il ne faut pas les délier parce que quand vous déliez ces combats, c'est chaque fois que le monde libre, le véritable monde libre, le vrai alors, marque des points par rapport à ce monde figé dans l'immobilisme d'un monde unipolaire. C'est-à-dire, chaque fois que ce monde libre, le monde multipolaire marque des points, ils essaient de repasser la contre-attaque, soit en dénigrant, comme c'est le cas pour le Mali, qui est un très mauvais exemple pour les peuples africains, selon eux, soit en tentant d'intimider le président Touadéra, comme vous l'avez suivi, si vous débarrassez pas de Wagner et le tout, voici ce qui risque de vous arriver. C'est une décision de mort, hein, de son arrêt de mort, là, qu'on lui a signifié. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Soit chaque fois, on le voit aujourd'hui, les atermoiements, c'était est-ce que la Chine est maintenant, on a commencé à dire la Chine joue double jeu, elle n'est pas du tout crédible, elle ne peut pas apporter des solutions concrètes alors que la Chine vient de faire une véritable proposition de paix, n'est-ce pas, pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Non, maintenant écoutez ce que vous écoutez, c'est terrible dans leurs médias. Donc je pense sincèrement que nous ne devons plus nous attarder, Steve Jocelyn-Goss, dans des prétendus rapports comme ces faux, ces chiffons-là. Ça participe tout simplement d'une tentative de l'Europe impérialiste occidentale de dénigrer, de dévaloriser les gains qualitatifs que nous sommes en train d'engranger dans cette bataille. Et le Mali, évidemment, fait partie de ce pôle majeur, de ces forces d'attaque de première ligne dans cette quête de notre liberté et de notre souveraineté. Patient parfum d'homme, l'Occident aime tellement les rapports. Et je pose donc la question, où sont les rapports de la présence française dans le Sahel et surtout au Mali? Pendant toute sa présence du côté du Mali et dans le Sahel, elle ne nous a jamais fait de rapport. Où sont passés les rapports des États-Unis du côté de l'Afghanistan, de l'Irak, du Yémen et de tous les autres pays? Puisque eux, ils aiment tellement les rapports. Les Africains, justement, posent cela également sur la table aujourd'hui. Mais nous sommes dans guerre. Nous sommes dans une guerre, si je l'encose. Et ne demandez pas aux gens de vous donner les armes pour se faire harakiri. Ne demandez pas aux gens d'aller jusque-là, d'aller prêter les armes chez vous pour qu'ils se fassent harakiri. Non. Non. Seymour Hersh, c'est un grand journaliste d'investigation américain qui a révélé pour la première fois la face du monde le fait que, justement, les Américains avaient tué par centaines de jeunes, de paisibles paysans vietnamiens. Ça a fait l'objet d'un scandale plus tard. Qui a mis à la face du monde le scandale de la prison d'Abu Ghraib, n'est-ce pas, en Irak. Je vous rappelle que là, il y a quelques jours, je crois 2 jours, bien hier encore, on fêtait les 20 ans, n'est-ce pas, de l'invasion américaine en Irak. Et les gens comprennent très bien que vous faites la corrélation avec le fameux mandat de la CPI contre Poutine. On voulait brûler les cartes pour que on n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc on nous sort une affaire sortie de nulle part, n'est-ce pas, qui ne peut pas prospérer dans tous les plans, parce que la Russie n'est pas membre de la CPI, les États-Unis n'ont encore, même pas l'Ukraine elle-même n'est pas membre de la CPI. Israël. Bon, non, on fait l'économie sur les tentatives de Bensouda
avec Israël. On sait que ça a fait chute comme une baudruche. Je ne parle pas encore de cette fameuse guerre vis-à-vis des soldats américains pour l'Afghanistan. On connaît la suite. Donc, je dis donc, quand on met ensemble, de bout en bout, l'ensemble de ces données-là, on arrive à une situation où, en réalité, on veut construire un narratif qui tend à démontrer que tous les peuples, tous les leaders qui veulent s'affranchir de la tutelle occidentale et impérialiste, en réalité, ils font fausse route. Ils sont extrêmement dangereux pour la survie de la planète et principalement de notre continent. On veut absolument présenter le Mali actuel sous le leadership éclairé du président Assimi Goïta comme le mouton noir dont il ne faut justement pas suivre. N'est-ce pas, l'exemple? C'est ça, parce qu'ils sont en difficulté. L'Occident impérialiste est en difficulté. Même malheureusement, je dis, il faut bénir le satellite, comme disait un vieux père. Les informations que les Africains ont en leur possession au jour le jour ne peuvent pas aller dans le sens de la déconstruction de cette réalité qui tente de nier. Ce ne sont pas les Africains qui ont demandé, n'est-ce pas, au pouvoir espagnol de valider aujourd'hui les mariages entre les hommes et les animaux. La zoophilie. C'est eux-mêmes, de manière libre, qui l'ont fait. Sauf que c'est plus caché comme dans les années 50. Nous sommes au courant. Et quand les Africains voient ça, ils disent, mais merde, ces gars-là, ils osent se présenter comme la lumière, comme la modernité, mais ce sont des animaux. Et vous ne pouvez pas, avec un tel projet civilisationnel, vouloir donner des ordres, des leçons aux gens, eux qui sont encore des hommes, au sens premier du terme. Ça ne marche pas. Je me pose souvent la question, cet éditeur mondialiste ou bien mondialisé, humanoïde, occidental, si elle réfléchit encore, elle n'est plus du tout un exemple. Leurs paroles ne sont plus du tout prises en valeur. Le monde leur a tourné le dos, le monde réel. Vous voyez même le sort qui réserve à leur propre population actuellement, là, où nous parlons. Où c'est la fronde partout en Occident. Les gens ne sont plus d'accord avec cette politique. Ne vous étonnez pas un jour d'apprendre que Macron a fui la France et il s'est réfugié au Cameroun. Bon, on va lui offrir l'asile. On l'a fait pour De Gaulle, on peut le faire également. Donc, ne vous étonnez pas. Parce que les peuples n'en peuvent plus de supporter un tel niveau de mensonge. L'empire du mensonge tourne en plein régime. Ils tentent donc de salir ceux qui sont aujourd'hui l'exemple adulé par toute la jeunesse africaine pour aller de l'avant. Ça ne marchera pas si je suis négocie. Donc ces fameux rapports, ils ne valent que ce que valent les mandats d'arrêt de la CPI contre Poutine. C'est-à-dire du papier toilette. Il faut déchirer les conneries et les jeter. Et laisser le Mali continuer sa marche en avant. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui compte. Et c'est ce que les Maliens voient. Ils ne voient pas les petites agitations des petits fonctionnaires de l'ONU, dont les 3/4 certainement sont des homosexuels comme M. Karim Khan, là, le président de la CPI, de votre CPI, là. Est-ce que vous oubliez que ce type-là, il a fait la prison chez lui en Angleterre pour une histoire de pédophilie? Est-ce que les Africains ne le savent pas? Il a fait la prison pour pédophilie, hein? Il peut être un exemple. Mais il ne peut pas être un exemple. Donc, je plains beaucoup des autres juges, donc quelques Africains qui sont autour de lui, parce que ça va tourner très mal. Donc, je pense sincèrement que le monde libre est en train de se construire. Ce monde libre sera un monde multipolaire. Ce sera un monde où on va donner la possibilité à tous les Africains de pouvoir, et tous les hommes dans ce monde libre, de pouvoir commercer, de pouvoir dialoguer, de pouvoir tisser des accords avec tous les autres pays du monde, sans exclusif. Vous comprenez? Mais la volonté occidentale de dominer de manière outrancière, de faire de nous des espaces assujettis à leur volonté, c'est terminé. C'est terminé. Donc nous n'avons plus peur. Au contraire, je pense que cela va donner encore beaucoup plus d'énergie et de force, de carburant aux autorités maliennes de continuer leur travail d'épuration. Comme le disait bien Staline, la révolution se renforce en s'épurant. D'épuration de toutes ces scories-là, que vous appelez MINUSMA, Barkhane, Takuba, ce sont des scories qui se sont greffées
au corps des Africains et au corps des Maliens. On va les gommer, ces aspérités-là. On va jeter ça à la mer pour qu'on ait des corps sains, capables enfin de voir l'avenir de l'Afrique avec beaucoup plus de bonheur. Merci à vous, Patient Parfait d'Homme, d'avoir été là ce matin. C'est moi qui vous dis merci et je dis bravo à la jeunesse africaine de par le monde qui de plus en plus prend conscience de cette réalité-là. Il faut absolument que l'Afrique soit libre, mais pour qu'elle soit libre, deux conditions. Première condition, organisons-nous. L'organisation. Organisons-nous à tous les niveaux, créer des passerelles, diverses associations. Ça, elles peuvent être politiques, elles peuvent être de la société civile. Organisez-vous. Ne vous laissez plus dicter quoi que ce soit. C'est vous qui devez être les maîtres du jeu. Après l'organisation, maintenant, poussons ces différentes organisations d'aller vers des regroupements. Ce que j'appelle l'unité politique, c'est-à-dire ça peut d'abord être au niveau sur-régional. Malheureusement, la semaine nous a encore donné vraiment des sueurs froides avec la farce de cinéma qu'on a vu à Yaoundé. Allons vers les regroupements sur-régionaux. Et après, il faudra qu'on aille vers l'unité politique de notre continent avec une monnaie africaine capable de commercer avec le reste du monde et de développer nos pays. Surtout que, comme j'aime à le dire, nous sommes comme des enfants qui sont affamés alors que nous avons des poches bourrées de diamants. Mesdames, Messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Je vous souhaite de passer une agréable journée.